C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces tensions dans l'est de la République démocratique du Congo. Des groupes armés ont protesté contre la nomination d'un nouveau chef du renseignement à Uvira, deuxième ville du Sud Kivu. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa à suivre dans ce journal. Le Soudan meurtri par la guerre et les aléas climatiques. Le glissement de terrain dans la région du Darfour a fait plusieurs centaines de morts. Une région déjà durement frappée par la guerre. On fera le point dans un instant. Enfin, en Tunisie, les jeunes femmes assument pleinement leurs cheveux bouclés. Les critères de beauté hérités de l'époque coloniale n'ont plus le vent en poupe. Des salons de coiffure se spécialisent dans les cheveux bouclés. On vous en dit plus à la fin de ce journal. Ces nouvelles tensions dans la localité d'Uvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, des groupes armés locaux ont manifesté après la nomination d'un nouveau chef de renseignement dans la deuxième ville du Sud Kivu. Écoutez les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara Kibangula, avec les images d'Amani Alimassi. Des barricades ont été érigées sur l'une des artères principales d'Uvira, des pneus brûlés aussi et des boutiques fermées. Alors le point de départ de cette colère, c'est la nomination d'Olivier Gassita, nouveau chef des renseignements à Uvira. Les Wazalendo, groupes armés locaux alliés des forces armées congolaises, s'y opposent. Ils affirment qu'il est Mounia Moulengue, membre de la communauté rwandophone du Sud Kivu, une appartenance qui suscite leur méfiance. Il est parmi l'un des commandants qui avait cédé Bukavu, certaines zones stratégiques aussi du Kivu au mai 2023. Or, tout commandant qui avait laissé certaines entités, localités au M23, la population n'a pas confiance. C'est pourquoi que nous sommes en train d'exiger les Kinshasa de les faire sortir à Uvira et de nous amener quelqu'un d'autre qui doit répondre aux désirata de la population, parce que la sécurité étant une des priorité majeure de la population en général. Dans un communiqué, le maire d'Uvira dit regretter ces manifestations et invite les Wazalendo à une réunion d'urgence. Alors pour rappel, l'armée congolaise s'était repliée à Uvira après la prise de Bukavu par la FCM 23. Depuis, des affrontements meurtriers sont régulièrement signalés entre des militaires congolais et des miliciens pro-gouvernementaux. Fin août, l'armée avait dû intervenir lorsque des Wazalendo avaient bloqué et tiré sur un convoi transportant des Banyamulenge venus pour un enterrement. Et puis toujours en République démocratique du Congo, une nouvelle épidémie d'Ebola a été déclarée par les autorités sanitaires. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a fait état lors d'une conférence de presse de 15 décès depuis fin août. Cette nouvelle épidémie touche la province du Kasaï dans le centre du pays. Écoutez. Nous avons été alertés samedi dernier, nous sommes aujourd'hui jeudi. Et donc, dans un premier temps, je ne peux pas dire qu'en 4 jours, on peut contenir une épidémie. Par contre, nos équipes sont déjà déployées et nous savons ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord retrouver tous les contacts des malades ainsi que leurs propres contacts. Nous demandons donc qu'au niveau du public, qu'on signale immédiatement tout cas suspect au centre de santé. Le Soudan est en proie à une guerre civile depuis 2 ans, un bras de fer entre 2 généraux, l'un au pouvoir, Abdel Fattah al-Burhan, l'autre à la tête d'un groupe paramilitaire, les forces de soutien rapide. Le pays est détruit, la population prise en otage par ce conflit, la situation humanitaire et sanitaire est désastreuse et le pays n'est pas non plus épargné par les catastrophes naturelles. La région du Darfour, déjà meurtrie par la guerre, a connu dimanche un glissement de terrain meurtrier provoqué par des pluies torrentielles. Ludovic de Foucault. Ces villageois soudanais tentent d'extraire des corps ensevelis sous la boue. Ces images du glissement de terrain qui a ravagé dimanche un village montagneux du Darfour dans l'ouest du Soudan sont fournies par un groupe armé qui contrôle la région. Selon le mouvement de libération du Soudan, la zone isolée est très difficile d'accès et complètement détruite. Le bilan pourrait avoisiner le millier de morts. Un drame de plus dans ce pays qui subit ce que beaucoup nomment une guerre oubliée depuis plus de 2 ans. L'ONU dit faire de son mieux
pour apporter secours et assistance. Le Djebel Mara est l'une des régions les plus reculées et les plus inaccessibles du Soudan. Il accueille des personnes déplacées par le conflit en cours dans d'autres régions du pays, notamment celles qui ont fui l'État du Darfour Nord. Nos partenaires humanitaires savent également que les fortes pluies ont causé des dégâts considérables et des déplacements de populations ailleurs au Soudan. À Rome, le pape Léon XIV a voulu consacrer son homélie quotidienne au Soudan. J'appelle de tout cœur les responsables et la communauté internationale à garantir des couloirs humanitaires et à mettre en œuvre une réponse coordonnée pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire. Le Soudan est ravagé depuis 2023 par une guerre meurtrière entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide, une guerre qui a provoqué la pire crise humanitaire contemporaine selon l'ONU, avec l'état de famine déclaré dans plusieurs zones. Selon les chiffres de l'ONU, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 14 millions de déplacés. En Guinée, le procès du célèbre artiste Singleton s'est ouvert ce mercredi au tribunal de Koya, à environ 50 km de Conakry. Fervent soutien du général Mamadi Doumbouya, à qui il a dédié plusieurs chansons. L'artiste est poursuivi pour homicide involontaire. Le 28 août dernier, son véhicule a mortellement fauché un vieillard. Un drame qui a ému tout le pays. La correspondance de Malik Diakité. C'est un procès très médiatisé et placé sous haute sécurité à cause de la réputation de l'artiste. Mohamed Seydou Bangoura, plus connu sous le nom de Singleton, est jugé pour homicide involontaire suite à un accident mortel le 28 août dernier. À la barre, l'artiste a reconnu les faits qui lui sont reprochés. En larmes, il a demandé pardon à la famille de la victime et au peuple de Guinée. La partie civile dénonce le manque d'humanisme de l'artiste qui a commis un délit de fuite après l'accident. Malgré les excuses acceptées par la famille de la victime, le juge a rejeté sa demande de mise en liberté. Fervent soutien du général Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, Singleton reste en prison pour la suite du procès prévu le 9 septembre prochain. En Tunisie, de plus en plus de femmes choisissent d'assumer leurs cheveux naturels. Longtemps perçus comme négligés, les boucles s'imposent désormais dans les salons de coiffure et dans les mentalités. Hadi Minté. Dans ce salon de coiffure, les fers à lisser ont disparu. Ici, on met en valeur les boucles, longtemps mal perçues par nombre de jeunes Tunisiennes. J'adore vraiment mes cheveux. On m'a souvent poussé à les lisser, on m'a même conseillé la kératine, mais j'ai toujours refusé. Je ne le ferai jamais. On nous a toujours appris que le cheveu bouclé, c'était pas des cheveux coiffés, il fallait toujours se les lisser, se les attacher. Donc je suis restée avec cette optique-là jusqu'à ce que j'ai 30 ans et que je me disais en fait non, le cheveu bouclé c'est beau. En Tunisie comme dans tout le Maghreb, le lissage reste très répandu. Pourtant, une étude américaine a montré que les produits de défrisage peuvent augmenter le risque de cancer de l'utérus. Aujourd'hui, des salons spécialisés encouragent le retour au naturel. Mais certaines femmes continuent de subir des discriminations à cause de leur texture de cheveux. Cette créatrice de contenu dénonce ce phénomène sur Internet depuis plusieurs années. La nouvelle génération, on va dire, des trentenaires et des gens qui sont un peu plus jeunes que la trentaine, sont quand même dans une mouvance d'acceptation de manière générale, donc de leurs aspérités physiques et ascendances multiples. Et ça va aussi avec le fait de s'accepter tel qu'on est. En France, une loi contre les discriminations liées aux cheveux a été votée en 2024. En Tunisie, pas d'initiative similaire, mais de plus en plus de jeunes femmes revendiquent fièrement leurs boucles. Le Maroc a l'ambition de devenir un des pays de l'élite du football mondial avec des infrastructures de haute qualité. Preuve de cette ambition, le nouveau stade de Rabat qui s'apprête à être inauguré en grande pompe. Les précisions de notre envoyé spécial, Cédric Ferreira.
C'est le cœur du nouveau complexe sportif construit à Rabat, la capitale marocaine. Ce stade Prince Moulay Abdallah de quasiment 70 000 places. C'est désormais le deuxième plus grand stade du Maroc. Il a été construit en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations où il y aura le match d'ouverture et de clôture du tournoi ici même et aussi en vue de la Coupe du Monde 2030 puisqu'on rappelle que le Maroc est l'un des pays organisateurs. En fait, il y avait déjà une enceinte ici construite dans les années 80. Elle a été totalement rasée pour laisser place à ce stade flambant neuf, qui bénéficie d'ailleurs des plus hautes normes imposées par la FIFA avec de nouvelles technologies comme un système de pelouse hybride et même des lampes à LED qui permettent de contrôler la croissance de la pelouse et de garantir un terrain de jeu de la plus haute qualité pour tous les footballeurs. Je vous parlais d'un complexe sportif car tout autour de ce stade, il y a un autre stade, le stade olympique de 21 000 places et un ensemble d'infrastructures pour permettre à ce complexe sportif de remplir les exigences des plus hautes compétitions sportives internationales. Nos infrastructures ne sont pas juste footballistiques, on a des infrastructures connexes qui vont tout ensemble et ce grâce à une stratégie de développement à très long terme qui est multisectorielle et qui nous permet aujourd'hui d'être pratiquement prêts bien avant la Coupe du Monde pour l'accueillir. Le premier match officiel dans ce stade Prince Moulay Abdallah aura lieu ce vendredi. Le Maroc reçoit le Niger dans la campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Un match qui va se dérouler à guichet fermé. Les billets sont très rapidement partis des supporters marocains qui espèrent peut-être assister à la qualification du Maroc pour la prochaine Coupe du Monde. Et on suivra évidemment la CAN dans le Journal de l'Afrique et dans le Journal des Sports sur France 24. Restez avec nous, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Elom Toblé, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.